Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous ce matin. Je me présente, je suis Corinne Voyer, directrice de la Coalition québécoise sur la problématique du poids. J'ai le plaisir d'être accompagnée de deux grandes organisations ce matin. Nous avons avec nous Kevin Bilodeau, qui est directeur des relations gouvernementales à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, et également David Reynaud, qui est gestionnaire à la défense de l'intérêt public pour la Société canadienne du cancer. Donc, nous sommes en pleine campagne électorale municipale et présentement, il y a des milliers de femmes et d'hommes qui s'activent dans le désir de s'engager auprès de leur communauté. Et les décisions que prendront ces futurs élus auront un impact qui est immédiat sur la qualité de vie, le bien-être et la santé des citoyens et des citoyennes qu'ils représenteront. Aujourd'hui, nous prenons le temps de souligner deux élus qui ont marqué leur milieu et le Québec par leur vision et leurs actions, notamment en faveur de saines habitudes de vie. Tous les deux sont maires sortants et nous espérons que leur contribution à la politique municipale continuera d'inspirer le Québec et les futurs élus qui prendront la relève. Nous avons donc l'honneur d'avoir avec nous M. Jean-François Parenteau. Après 8 ans d'implication, il quittera la politique avec la fierté d'être le maire du 11e quartier le plus cool au monde. M. Parenteau, vous êtes très engagé sur l'importance du mode de vie physiquement actif. Vous avez été parmi les premiers à revoir vos règlements municipaux pour permettre le jeu dans les ruelles et à interdire notamment les nouveaux services à l'auto sur votre territoire. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Nous avons également Mme Suzanne Roy, qui, après 25 ans de carrière municipale, passe également le flambeau. Femme très engagée, elle est la mairesse sortante de Sainte-Julie et a également occupé différentes fonctions au sein de l'Union des municipalités du Québec, dont la présidence. La ville de Sainte-Julie s'est faite remarquer comme la seule ville au Québec ayant été nommée à 4 reprises Ville du Bonheur. Madame Roy, vous vous êtes également démarquée en matière de sécurité des déplacements près des écoles, de développement de transports collectifs sur votre territoire et par votre politique de saines habitudes de vie. Merci aussi d'être avec nous ce matin. Je passe maintenant donc la parole à Kevin Bilodeau, mon collègue, pour démarrer ce bel échange. Merci. Merci Corinne, merci à la Coalition PA, merci à vous, monsieur et madame élus conférenciers. Merci au public et aux participants. En fait, on fait cette conférence spécifiquement pour vous. Avant d'initier ma question, je vais faire un léger préambule pour peut-être mieux illustrer justement la problématique des maladies du cœur et les maladies cérébrovasculaires. Vous savez, ces maladies-là sont parmi les principaux tueurs au Québec. Chaque année, 36 000 Québécois en meurent. 36 000, c'est plus que la moitié de l'ensemble des décès au Québec, qui gravitent aux alentours de 65 000 chaque année. Donc, 36 000 Québécois qui en meurent, c'est l'équivalent de 70 Boeing 747 qui s'écrasent dans les cimetières au Québec. Chaque année, 47 000 Québécois, 47 000 apprennent qu'ils vont devoir vivre avec ce genre de maladie-là et fréquenter, mois après mois, année après année, nos établissements hospitaliers, consommer des médicaments aussi. 47 000, c'est à peu près l'équivalent de la ville de Rimouski. Au total, aujourd'hui, environ 900 000 Québécois vivent avec ces maladies-là. 900 000, ça, c'est 2 fois la population de la ville de Laval, qui est la 3e métropole pourtant au Québec. On sait tous, ou beaucoup d'entre nous le savent, du moins, pour éviter ces maladies-là, les solutions sont pourtant simples. Bien manger, pas fumer, gérer son stress et bouger. Ça paraît bien simple, mais c'est un peu plus compliqué à réaliser. Et pour ça, on a besoin d'environnements favorables à la santé. Les environnements favorables à la santé sont souvent l'autre côté de la porte de notre résidence dans le milieu municipal dont vous êtes responsable. Alors, notre question est la suivante. Au cours de votre carrière d'élu municipal, quelle a été votre plus grande réalisation en lien avec l'amélioration de la santé de vos concitoyens? J'ai bien hâte de vous entendre. Merci. Peut-être commencer par vous, M. Parenteau. Merci, Kevin. Alors, j'aime beaucoup ton introduction quand tu dis c'est juste l'autre côté de la porte. En fait, ça a toujours été une vision que j'ai partagée depuis mon arrivée en 2013 à l'arrondissement de Verdun. C'était pour moi clair que, puis je le faisais dans le fond, dans le principe d'un mode de vie plus, c'était même pas une volonté réellement, c'était pour laisser une espèce de liberté aux gens. C'était même pas sur la vision, la prémisse de dire une vie active ou on parlait par la suite avec la Coalition PA, vous aviez reconnu certains gestes qu'on avait faits, mais tout ça s'était imbriqué dans le fond, dans une volonté réelle de dire, à part de la maison, quand on sort de la maison, un enfant, il grandit, puis la première étape qui suit par après, c'est son milieu de vie, c'est sa communauté, son espace
dans le fond, de son arrondissement ou de sa ville, sa municipalité. Et c'est là qu'on a un rôle important à jouer en aménageant les espaces, mais surtout en laissant la liberté aux gens d'agir et de permettre la créativité. Je ne suis pas un adepte de tout planifier. Je pense qu'il faut faire confiance aux gens de façon organique, de dire, bien, écoutez, l'espace, elle est là, occupez-la comme vous voulez, mais surtout bougez, profitez-en, mais on ne veut pas être non plus des empêcheurs de tourner en rond. Et c'est ce qui nous avait amené à l'époque, on avait soulevé une problématique parce que les villes évoluent, il y a des réglementations qui s'installent au fil des années. Et malheureusement, souvent, on ne retourne pas en arrière, regarder, bien, nos réglementations, est-ce qu'ils sont à jour? Est-ce qu'ils sont adéquats? Est-ce qu'ils représentent un peu notre mode de vie d'aujourd'hui? Alors que souvent, les réglementations ont été mises en place il y a 30, 40, 50 ans même, ou 100 ans même, à certains endroits, parce que je vous prépare que dans certaines municipalités, il y a encore l'obligation de mettre un petit plat d'eau pour le cheval dehors. Alors, vous voyez que des fois, le ménage va de soi. À Verdun, entre autres, mais dans plusieurs arrondissements de Montréal, il y avait l'interdiction parce qu'à l'époque, il y avait des gens, j'imagine, qui n'aimaient pas que les enfants jouent, puis ça pouvait briser, faire une poque sur l'auto, jouer au hockey dans la ruelle. Puis c'était une problématique qui avait été soulevée par une citoyenne et en disant que la police venait pour appliquer une réglementation qui empêchait de jouer dans la ruelle parce qu'il y avait une citoyenne qui se plaignait. En fait, quand on a grandi à Montréal, on sait toujours que quelqu'un tout le temps un petit peu plus mal commode dans une ruelle, qui aime moins que ça fait du bruit, ça crie des enfants. Alors, à ce moment-là, j'ai réagi fortement parce que pour moi, une société qui laisse pas place à ses enfants de crier, c'est une société qui va s'éteindre assez rapidement. Alors, ça a pris quelques jours. On a changé la réglementation. J'ai pris connaissance de cette réglementation qui, effectivement, empêchait le jeu dans la ruelle parce qu'on ne voulait pas, dans le fond, nuire au déplacement des autos. Ça a emmené ce changement réglementaire. On a organisé une belle partie de hockey dans cette ruelle-là. Évidemment, le mandat d'après, je n'ai pas eu le vote de cette dame qui était moins contente. Mais, hormis ça, ça a été vraiment un geste que je n'avais pas réalisé la portée parce que ça a changé la façon de voir l'usage et l'utilisation des ruelles, qui est une cour arrière incroyable. Les gens n'ont pas tous la chance à Montréal d'avoir des espaces. Et ces espaces communs qui sont accessibles, mais permettent de jouer puis le déploiement des ruelles vertes. Alors, on devient des milieux communautaires qu'on met en place et que les gens s'approprient de différentes façons. Puis l'imagination des citoyens est assez marquante à ce niveau-là. Alors, depuis 8 ans, on a multiplié le nombre de ruelles vertes, multiplié le nombre d'espaces qu'on laisse libre cours aux gens d'aménager de la façon qu'ils le veulent. Et encore des fois, on a des petits relents de certains citoyens qui disent « Ah, mais là, il y a une rampe de skatepark faite en plywood, c'est pas beau dans la ruelle, tout ça. » Mais c'est pas grave. Les gens, c'est ces jeunes-là demain qui vont vivre dans cet espace-là. Alors, priorité aux enfants à l'avenir, parce que c'est ça. Et on a aménagé. Puis ce geste-là que j'ai fait en 2015 m'a amené toute une réflexion beaucoup plus large. Alors, on a amené après ça les jeux libres dans la rue, de redonner l'espace. Puis, il y avait toute une façon de revoir les choses parce qu'on jouait dans la rue, mais notre société a évolué d'une façon, parce que quand j'ai grandi, quand j'étais jeune, on jouait dans la rue. Pourquoi qu'on a arrêté? Mais là, c'était la peur. Attention, tu peux te faire frapper. Attention, on a beaucoup poussé sur le danger imminent de quelque chose va nous arriver dans notre communauté, alors que simplement, quand on garde ça là simple, mais l'espace, elle est là. Il faut juste l'occuper. Alors, on a mis des affichettes dans les rues en disant « mais c'est du jeu libre, les enfants ont le droit de passer ». On a rajouté des dos d'âne pour ralentir le trafic. C'est un travail, dans le fond, c'est de sensibiliser la communauté à dire, bien, voici, c'est un espace de vie commun qu'on partage, une belle communauté, c'est ça, c'est vivant. Et en plus, on a la chance d'avoir probablement les plus belles berges du Québec. Là. Je ne veux pas être chauvin, mais le fleuve Saint-Laurent, nous, on est bordé, on a 10 km de berges à Verdun. Alors, pandémie oblige, c'était probablement le seul endroit que les gens avaient la chance de pouvoir avoir un exutoire pendant les 18 mois qui ont duré de façon marquée la pandémie. Et là, on a vu les gens s'approprier l'espace public au niveau des berges. Ce qui avait été perdu pendant des années, des dizaines d'années, les gens se sont appropriés. Ça, c'est venu par un geste qu'on a fait, un geste fort, c'est de rétablir des plages, parce qu'à l'époque, on avait des plages qu'on a remblayées par la construction des métros, entre autres, et qu'on avait disparu. Et on est reparti de ce principe-là. J'ai dit un jour, on va faire une plage, dans le cadre du 375e de Verdun, on va rétablir une plage en eau vive, alors que personne ne pensait que c'était faisable. C'était un projet de longue haleine, 4 ans, mais aujourd'hui, Verdun a une plage à côté du centre-ville. C'est assez merveilleux. Et quand on sait qu'on a fait un bon geste, c'est que cette plage-là, aujourd'hui, dans la collectivité, les gens ils pensent que ça a toujours été là. Puis ils ne pourraient pas imaginer que la plage, ça ne serait pas là.
Fait que ça l'a fait découvrir l'accès au fleuve, l'accès à l'eau, que l'eau est potable, puis que l'eau, elle est belle, qu'elle est bonne, puis qu'on peut en profiter. Mais ça dépasse les périmètres de la plage. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de la berge qui bénéficie de sports nautiques, paddleboard, kayak, des sports très populaires. L'été, on voit du monde partout sur les berges, saute dans le fleuve, saute dans l'eau, ce qu'on ne voyait plus pendant des années à Montréal. Montréal, c'est une île, puis on avait malheureusement perdu ce regard-là sur l'eau, sur la nature. Alors, c'était des petits gestes comme ça qui font en sorte qu'on n'a pas révolutionné la roue, mais on s'est adapté à la communauté puis de dire, bien, écoutez, cet espace-là vous appartient, puis nous, on va faire en sorte que vous repreniez possession de cet espace-là. Super, Anto, merci. C'est vraiment très, très intéressant de vous entendre. On voit que vous avez changé le monde à votre manière, changé le monde de la santé par un geste simple. En fait, chaque geste compte. Un geste qui apparaît simple, mais des fois, joué dans les législations municipales, ça peut être un peu plus complexe. Puis il n'y en a pas des fois aussi d'unanimité sur des sujets, mais il faut oser faire le changement. Donc, je vous en félicite. Je vous remercie, j'oserais dire, de cet héritage-là que merci. vous laissez. Et je passe maintenant la parole peut-être à Mme Roy, en fait. Avec la même question, merci d'être là. On apprécie beaucoup justement votre collaboration au webinaire de ce matin. Les saines habitudes de vie, Sainte-Julie a fait quelque chose d'immensément important. J'aimerais en dire plus, mais vous êtes la mieux placée pour en parler. Donc, je vous laisse la parole. Merci. D'abord, j'ai envie de dire à Jean-François que oui, ça change le monde. C'est les choix qui sont faits par un conseil municipal, ça change le monde. Quand on a commencé à entendre parler de saines habitudes de vie dans les municipalités, la première réaction, c'était de dire « Oh non, 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 c'est pas ma responsabilité ». Alors ça, c'est fondamental comme réflexion, comme si les saines habitudes de vie devaient être quelque chose dans un silo de la santé seulement. Je pense que les exemples que Jean-François a donnés démontrent bien que ce n'est pas juste une question d'un silo en santé, mais bien d'aménagement du territoire, de mobilité, de transport, de participation citoyenne. Donc, je vous dirais, ce qui a été chez nous un point marquant, c'est en travaillant ensemble au conseil municipal, de déterminer, d'affirmer haut et fort, que les saines habitudes de vie font partie de notre mandat municipal. Font partie de notre mandat municipal parce qu'on n'arrête pas de dire, puis vous allez l'entendre partout en élection, tous les candidats veulent améliorer la qualité de vie. C'est quoi la qualité de vie? Si on n'a pas les infrastructures, si on n'a pas les services, pour pouvoir justement en profiter le plus longtemps possible parce qu'on développe de saines habitudes de vie. Alors pour nous, ça a été de dire au niveau municipal, on va en faire une politique transversale. C'est donc dire, ça n'appartiendra pas qu'à la municipalité. Donc, quand on a travaillé cette politique des saines habitudes de vie, ça s'est fait avec tous les organismes, ça s'est fait avec la Chambre de commerce, ça s'est fait avec la municipalité, parce que c'est l'affaire de tous. Ça peut être facile. Souvent, on dit, si on n'a pas un responsable de quelque chose, il n'y a pas de responsable du tout. Alors, ce qui est important pour nous aussi, c'est de s'assurer que chacun ait des mandats à faire. Cette politique transversale, elle s'est déclinée en 55 actions. Donc, 55 actions concrètes qui allaient, je vous dirais, d'augmenter les fontaines d'eau adaptées dans les parcs, dans tous les parcs, pour qu'on ait accès à de l'eau, jusqu'à l'agriculture urbaine, la gratuité du transport collectif local, des projets au niveau, par exemple, juste d'encourager nos entreprises à tous avoir des supports à vélo. Hein? S'il n'y a pas de support à vélo, ça a l'air niaiseux, mais si on n'a pas de support à vélo partout, bien, les gens vont prendre plus facilement la voiture, vont prendre d'autres moyens de transport. Quand on a travaillé au niveau des écoles, c'était de dire qu'on peut aller à l'école à pied ou en vélo, mais dans le plaisir. On a présenté ça comme, bien sûr, l'élément de base était la sécurité qui nous inquiétait des jeunes qui s'en allaient à l'école parce que tous les parents allaient reconduire l'enfant jusque dans l'école. J'exagère presque pas quand je dis ça. Alors, mais quand on a dit on va mettre des interdictions de stationner à proximité de l'école, alors quand tu as 500 mètres à marcher ou 750 mètres, tu ne prendras pas la voiture, les parents vont se sentir plus en sécurité et les enfants vont avoir du plaisir à courir dans les rues, dans les pistes cyclables pour se rendre à l'école, d'occuper l'espace. Alors, c'était toute cette philosophie-là qu'on a mis
sur différentes orientations en disant qu'il fallait planifier notre ville en pensant aux saines habitudes de vie. On a même insisté quand on fait le PTI, le plan triennal d'immobilisation de la ville, on veut voir comment dans vos projets, dans chaque département, vous allez nous aider à avoir de meilleures habitudes de vie. Nous, comme ville, on organise plein d'activités. On parle de saines habitudes de vie, les grands principes, et on offrait des morceaux de pizza gratuitement à notre monde, des poutines, des hot dogs. Alors maintenant, les gens viennent, on a encore de la nourriture gratuite, mais on n'est plus dans la même nourriture et les gens l'apprécient autant. Il n'y a personne qui s'est plaint de ne plus avoir de hot dog avec les ingrédients qui te coulent ses mains et on a de bons aliments gratuits et tout le monde a beaucoup de plaisir. Donc, pour nous, ce qui est important au niveau de cette approche des saines habitudes de vie, c'était de responsabilité, nous, comme municipalité, de le faire avec les citoyens. Et là-dessus, ils interviennent beaucoup en participation citoyenne et ils n'appelleront même pas ça les saines habitudes de vie, ces aménagements-là qui sont nécessaires, mais comprennent que ça améliore leur qualité de vie. Alors, bien sûr, il y a les éléments qu'on a mentionnés quand on a commencé à parler de transport collectif. Mais ça a changé les choses. Ça a changé les choses parce qu'effectivement, nos jeunes ont découvert qu'ils pouvaient aller dans différents endroits dans la municipalité, utiliser le transport collectif, pas être obligé d'attendre après maman et papa, de pouvoir profiter des installations mises à leur disposition. Et tantôt, Jean-François parlait de la liberté. Il ne faut pas essayer de faire des activités encadrées pour nos ados. Ça ne fonctionnera pas. On veut qu'ils aillent dehors, on veut qu'ils sortent, on veut qu'ils profitent du plein air de nos installations. Si on veut les encadrer, ça ne fonctionnera pas. Quand on leur a donné du transport collectif gratuit, on a été éblouis parce que, ce n'était pas du tout la clientèle visée, je vous le dis. Quand on a mis ça en place, ça touchait beaucoup plus les aînés pour briser l'isolement que nos ados. Mais nos ados ont envahi nos petits autobus, les 6 circuits, pour se rendre justement dans les différentes installations, rejoindre les amis, participer, utiliser les infrastructures qu'on met en place. Ça va pour nous jusqu'à la planification en aménagement pour ne pas avoir de désert alimentaire. On ne pense pas à ça nécessairement quand on fait des projets de développement parce qu'il arrive à l'année 1, à l'année 10, à l'année 20, à l'année 25 et tout à coup, on réalise que c'est impossible d'aller chercher de la nourriture sans être obligé de prendre la voiture. Alors, quand je dis que c'est global, l'aménagement d'un territoire, ça veut dire ça. Ça veut dire aussi s'assurer qu'il y a des services de proximité comme des garderies dans notre façon et près des garderies, des parcs peut-être aussi, où la garderie peut se rendre à pied, utiliser ces infrastructures-là ou ces modules de jeu-là. Donc, c'est offrir les infrastructures, offrir les possibilités pour que les gens développent les saines habitudes de vie sans contrainte, avec plaisir, naturellement. On parle de saines habitudes de vie, mais il faut que ça soit abordé sous l'élément naturellement. Et ça, comme municipalité, bien, il faut aussi, nous, accepter de défaire nos silos, puis de dire que oui, on va juste penser différemment les choses. Puis, comme le dit tantôt Jean-François, la plage, on ne s'imagine plus qu'elle ne pourrait pas être là. Alors, j'allais en fin de semaine, j'ai envie de vous raconter cette anecdote parce que j'allais en fin de semaine dans un boisé protégé où on marche. Qu'on a protégé comme ville et qui maintenant est extrêmement populaire. Puis là, les gens m'arrêtaient pour me dire à quel point c'était extraordinaire. Mais moi, je me rappelais que la journée où j'ai décidé qu'il n'y aurait plus de VTT qui passerait là parce qu'on en ferait justement une réserve où on marcherait, la journée où j'ai décidé qu'on sortirait l'entraînement des chiens de chasse de ce site et des cabanes pour la chasse, je ne peux pas vous dire que j'ai eu beaucoup de félicitations à ce moment-là. Il fallait penser plus loin. Il fallait penser plus loin à ce que deviendrait ce site pour la population. Et aujourd'hui, tout comme à Verdun, personne ne peut s'imaginer que ce boisé-là est un site où se promenaient des VTT, où on entraînait les chiens de chasse et où il y avait de la chasse. Aujourd'hui, c'est un site merveilleux avec des dizaines d'étangs où la nature est protégée et où tout le monde prend plaisir à en profiter. Alors, c'est un peu ça, je pense, qui est intéressant dans cette
vision des saines habitudes de vie. Puis je trouve ça extraordinaire, votre approche, tant à la Coalition pour la santé, tout ça, parce que c'est en travaillant ensemble que tous ces petits gestes-là vont faire la différence et vont, ce que tous les candidats veulent à l'élection municipale, donner une meilleure qualité de vie à nos citoyens. Merci, Mme Roy. C'était vraiment une très intéressante intervention. C'est évidence, avec le COVID et tout ça, on voit qu'il y a un changement de paradigme qui s'opère. Et nous, les organismes de santé publique, on parle souvent de la santé dans toutes les politiques. Votre témoignage, c'est exactement ça. C'est votre santé dans toutes les politiques ou dans toutes les sphères de compétences du milieu municipal. Ça peut être les loisirs, l'urbanisme, le zonage, etc. Donc, les travaux publics, j'en passe. Là. Il y a plusieurs moyens d'agir, puis je trouve que votre politique, là, ou les initiatives en matière de saines habitudes de vie de Sainte-Julie là, ont très bien incarné justement cette philosophie de la santé dans toutes les politiques. Je vous remercie infiniment, tous les deux, pour vos excellentes réponses. Je vais maintenant prêter la parole à David Reynaud de la Société canadienne du cancer, qui va vous poser la deuxième question. Merci de vos interventions. Et donc, bonjour tout le monde. Et puis, je voulais profiter là, rapidement du temps que j'ai pour remercier la Coalition Poids et Cœur et AVC pour partager le stage avec moi aujourd'hui et aussi Mme Roy et M. Parenteau là, pour votre participation puis vos témoignages que je trouve vraiment inspirants. C'est cette initiative que vous avez menée. Félicitations pour votre carrière politique. Et puis, dans le fond, je vais vous lancer la deuxième question. Avant, je vais me permettre aussi un petit préambule en lien avec le cancer. Donc, le cancer demeure la première cause de décès au Québec. En effet, on estime qu'en 2020, c'est 56 800 Québécois qui vont recevoir un diagnostic de cancer et 22 400 qui vont en décéder. On estime aussi qu'au courant de sa vie, c'est un Québécois sur deux qui va recevoir un diagnostic de cancer au cours de sa vie. Donc, puis on sait que l'adoption de saines habitudes permettrait d'éviter environ 4 cancers sur 10, ce qui montre l'importance des politiques publiques en matière de santé. Donc, c'est un peu les mêmes saines habitudes de vie que pour les maladies du cœur et de l'AVC, donc ne pas fumer, bouger 30 minutes, manger équilibré. Et pourtant, on a l'impression, puis Mme Roy en parlait dans son témoignage, que beaucoup d'élus municipaux estiment que la santé n'est pas forcément de compétence municipale. Puis même dans l'imaginaire collectif, c'est un peu... quand on parle santé, c'est gouvernement provincial ou fédéral, mais on voit qu'il y a quand même des outils et des leviers qu'on peut avoir au municipal pour mener des politiques de santé. Donc, en fait, la question, ce serait quels conseils souhaitez-vous partager aux élus en matière d'initiatives municipales qui pourraient favoriser la santé de leur population? Donc, sur ce, je vais laisser cette fois-ci la parole à Mme Roy en premier. Merci. J'ai envie de vous le résumer en un mot. Ça va être très court, mais en même temps, ça en dit tellement long. Osez. Osez. Vous vous présentez pour la qualité de vie. Osez aller vérifier vos règlements municipaux. Ils étaient peut-être excellents en 1950, puis il y avait des raisons de les mettre comme ça en 1950, mais aujourd'hui, en 2021, on a le droit de repenser les choses. Ça ne veut pas dire qu'on remet en cause tout ce qui a été fait avant, ça veut dire qu'on s'ajuste à cette nouvelle réalité. C'est sûr que quand on bûchait du bois, on pouvait avoir une alimentation différente que quand on passe la journée assis au bureau. C'est évident que ce n'est pas le même. On n'allait pas en finissant une journée, travailler à l'extérieur, s'en aller s'entraîner ou à aller faire du jogging parce qu'on avait passé la journée à l'extérieur à faire de l'exercice et tout ça. Alors, j'ai envie de dire aux élus municipaux, osez faire la différence, osez remettre en question et surtout, ne laissez aucun silo vous voiler la vue parce que ce n'est pas possible de penser qu'on va améliorer la qualité de vie des citoyens si on ne se dote pas d'infrastructures qui vont faciliter les choses. On doit se percevoir comme élus municipaux, comme un facilitateur. Mettre en place ce qu'il faut pour que les gens, qui sont toujours libres de leur choix, fassent les bons choix. Mais si on n'est pas là et si on ne met pas en place le transport collectif, des modules d'entraînement pour nos aînés, des activités familiales où le choix alimentaire est intéressant, une plage pour aller en profiter, des jeux dans la rue, si on ne met pas en place ces éléments-là, on n'améliorera pas la qualité. Donc,
Oser, c'est le mot, je pense, que j'ai envie de dire à tous les candidats en élection. Et peut-être que vous allez vous tromper, mais vous allez définitivement faire des gestes pour changer les choses, pour améliorer la situation. Merci beaucoup, Mme Roy. Je vais céder la parole à M. Parenteau pour la même question. Est-ce que vous voulez que je vous la repose? Non, c'est très bien. Puis j'abonde dans le même sens que Suzanne. Dans le fond, j'avais le même mot, c'est d'oser. Puis je pense que pour les élus municipaux qui sont en campagne présentement, souvent on a tendance en campagne électorale à vouloir épater la galerie, puis là à promettre des choses là, plus grandes l'une que l'autre, alors que les choses sont plus simples. Puis souvent, c'est dans les petits gestes que les plus grandes portées. Puis je pense que la santé publique, au niveau municipal, là, il faut ramener ce discours-là. C'est ça que j'aime d'un panel comme ce matin, c'est de dire que le municipal, c'est pas juste ramasser les vidanges, puis couper le gazon, puis vider des poubelles. Là. On n'est pas là du tout, du tout, du tout. C'est de l'aménagement du territoire en grande partie. Et quand on parle de changer les choses, puis tantôt Suzanne en a fait part, si ce n'est que d'ajouter des supports à vélo partout. Si tu veux que les gens se déplacent, ils aillent, mais au même titre que sortir des paradigmes puis des idées reçues qu'on a eues pendant des générations, que la place était tout à l'auto. Quand je dis tout à l'auto, c'est pas contre l'auto. Je pense qu'il y a un partage du territoire qui peut être fait, ce qui n'a pas été fait pendant plusieurs années. Et ce que j'aime pas souvent, c'est la position de pour ou contre, toute la question des gens se mobilisent. Là, aujourd'hui, ils sont très, très, très mobilisés, que ce soit pour ou contre quelque chose, alors que l'aménagement se fait beaucoup plus dans le partage. Et c'est là d'oser. Parce que c'est certain qu'on n'aura pas l'unanimité sur toutes les politiques qu'on fait. Mais rajouter, nous, par exemple, une piste cyclable sur une artère qui traverse la rue de Verdun, à mobiliser. Comment on le fait? Est-ce qu'on l'a imposé en partant? Ben non. On est arrivé et on disait on va être plus intelligent que. Parce que la plus grande difficulté des citoyens, puis de tout le monde, en fait, c'est la nature humaine, c'est de se projeter. Puis tantôt, l'exemple là, du boisé de Suzanne est un bon exemple. Les gens, souvent, nous interpellent en politique. Nous, on a une vision collective comme élus, et les gens, souvent, vont nous interpeller de façon avec une problématique, un regard personnel. Alors, c'est souvent ça, le décalage. On arrive avec un projet de piste cyclable sur une artère principale. On dit, bien, l'été, on va faire un projet pilote. On va essayer de voir qu'est-ce que ça donne parce que les gens. Moi, si je dis aux gens, mais aux commerçants et aux gens, mais écoutez, les vélos vont passer, puis je dis aux commerçants qui sont insécures parce que là, il y a plus de place à l'auto, parce que l'idée de l'époque, c'était de dire, bien, plus qu'on va donner de l'espace aux autos, la clientèle va venir. Alors que le vélo aussi consomme. Et c'est une façon de consommer qui est différente. On ne remplit pas l'auto puis remplit deux tombeaux de congélateurs à la maison, mais on va plutôt consommer quotidiennement et le mode de consommation change. Alors, on a instauré, première année, oui, j'ai eu le vent de front avec la piste cyclable. Deuxième année, à peine quelques commentaires. Puis cette année, on n'en a même pas parlé. Ça va de soi que la piste cyclable doit être là. On est toujours en projet pilote à cause de la pandémie, mais il va de soi que les gens aujourd'hui savent qu'environ entre 500, tout au long des journées, malgré la pandémie, entre 500 et 1000 utilisateurs de cette piste cyclable sur la rue principale, qui n'est pas anodin. Alors, les gens, au lieu de penser que c'était évident qu'on puisse le faire en auto, que, ah oui, c'est vrai, il y a des gens qui ont une façon de mobilité qui est différente de la mienne. Et les gens peuvent le voir et peuvent comparer. Et l'acceptabilité est beaucoup plus facile dans ce temps-là. L'exemple des écoles, c'est de l'aménagement. Aussi, l'exemple des écoles, c'est une vraie folie. Là. Ça me fait sourire. On fait des écoles de quartier, mais je ne sais pas pourquoi. On veut rentrer en auto dans l'école, puis on veut être sûr qu'il n'y aura rien à notre enfant avant de rentrer, alors que le facteur de risque, il n'y a pas plus d'accidents qu'avant, il y en a encore moins, en fait. Il n'y a pas plus d'événements malheureux qu'avant, il y en a encore moins, mais on a plus peur qu'avant. Alors, c'est notre rôle aussi comme municipalité d'aménager. L'exemple de la Société canadienne du cancer avec les trottibus. On a multiplié le nombre de trottibus avec les écoles. On a participé avec les parcours. Pourquoi? Pas pour dire aux gens que tu es capable de te rendre à l'école à pied. Je pense que les gens le savaient, mais c'était beaucoup pour sécuriser les parcours. En fait, les gens ils devaient s'approprier, mais apprivoiser les parcours. Et c'est des exemples comme ça. Alors, pour les élus municipaux qui s'en vont et qui veulent promettre des grandes choses de façon de plus grandiose l'une que l'autre, regardez des choses simples, puis peut-être vous faire une petite liste de 5, 6 choses demain matin que vous pourriez faire qui sont les gratuités dans les activités, l'aménagement de pistes cyclables, l'ajout de supports à vélo, l'aménagement de petits sentiers, parcours qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui vont permettre le déplacement. Puis souvent, quand on parle de façon organique, souvent on aménage les rues. Puis si vous voyez à travers les parcs, vous allez remarquer beaucoup. Observez votre milieu de vie comme élu.
Et souvent, on fait des parcours, des beaux trottoirs aménagés en pavé uni. Mais là, souvent, il y a une petite règle qui passe à travers parce que les gens, c'est là qu'ils voulaient passer. Puis c'est là que, naturellement, ils vont passer pour se déplacer du point A au point B. Mais réaménager l'espace. Donnez-leur l'espace parce que l'espace appartient aux citoyens avant tout. Alors, c'est souvent dans les petites choses qu'on réalise de grands bénéfices. Bien, écoutez, je vous remercie pour vos réponses. Puis on retiendra donc le mot du jour, c'est oser, si je ne me trompe pas. Et puis, je vous remercie là, et puis je vais laisser la parole à ma collègue Corinne pour la suite des choses. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, vous avez démontré qu'il était possible de différentes façons de bâtir des municipalités qui sont favorables à la santé tout en misant sur la qualité de vie, les différentes possibilités, le plaisir, le citoyen. Et parfois, comme vous l'avez bien dit, des gestes peuvent être simples, mais avoir un impact très positif sur le milieu, la population et leurs habitudes de vie. Donc, on va maintenant passer aux questions de l'auditoire. On s'entend que les environnements favorables aux saines habitudes de vie sont principalement une affaire de gouvernement de proximité. Or, dans la mesure où la prévention des maladies évitables profite dans une large mesure au système de santé, que pourrait faire le gouvernement en matière de délégation de pouvoir ou de ressources pour soutenir et encourager les municipalités dans leur effort? Est-ce que M. Parenteau, Mme Roy, vous voulez… Je ne sais pas si Suzanne veut y aller avant. Moi, j'ai une réponse aussi que je pourrais apporter là-dessus. C'est un bon débat, c'est une bonne question. Ma réponse va être malheureusement extrêmement large, mais extrêmement importante. Il faut revoir la fiscalité municipale. Notre première responsabilité étant l'aménagement du territoire. Je vous donnais des exemples de boisés. La ville de Sainte-Julie on a décidé de préserver un boisé il y a quelques semaines de 4,2 hectares et on comprend qu'un boisé zoné blanc à Sainte-Julie, ça représente plusieurs millions de dollars. Et heureusement, on a trouvé les partenaires pour pouvoir le faire avec la communauté métropolitaine de Montréal, le gouvernement du Québec. Alors, il faut que là-dessus, je pense, qu'on valorise les interventions municipales qui vont en faveur des saines habitudes de vie, d'un aménagement plus humain. Je vais le dire comme ça parce que les saines habitudes de vie et l'aménagement, c'est d'en faire des villes plus humaines, plus de proximité. Alors, qu'il y ait des ressources qui soient mises à disposition des municipalités pour faire des choix autres que faire pousser des bungalows. J'ai une question de Carole qui demande par quels aliments sains ont été remplacés les hot dogs et les pizzas? Petite curiosité du territoire. Alors, des choses très simples, du maïs, des fromages, alors donc des pommes, plus de boissons gazeuses, des jus de l'eau, surtout beaucoup d'eau disponible partout. Alors, des choses aussi simples que celles-là, et je vous dirais, c'est apprécié autant que les hot dogs. Peut-être que la première année, on nous a fait la remarque, mais je n'ai plus jamais entendu parler des hot dogs. C'est maintenant naturel qu'on ait d'autres alternatives. Merci. Et c'est moins compliqué en plus que les hot dogs à préparer. Pardon. J'ai déjà une main levée de M. Arsenault, Raphaël Arsenault. Je vais vous permettre de parler. Activez votre micro. C'est à vous. Merci. Bonjour, merci à tout le monde. C'est super intéressant, super inspirant. Je suis candidat indépendant dans le quartier Saint-Robert à Rimouski pour la première fois de ma vie. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant ce que Mme Suzanne Roy disait là, au niveau de ne pas encadrer les activités pour les adolescents, de leur donner plutôt un sentiment de liberté. On a une problématique dans mon quartier parce qu'il y a beaucoup d'écoles, des écoles secondaires puis primaires. Puis, sur les heures du midi, ils se rassemblent dans un parc et pour faire des fight clubs ensemble. Puis, ça vire à la violence. C'est assez intense. Ça fait plusieurs fois que ça a été médiatisé. Puis, c'est une grosse problématique pour le quartier. Puis, le premier réflexe qu'on aurait, c'est de vouloir encadrer ces activités-là. T'sais. Puis, j'aimerais entendre, en fait, tout le monde qui sent qu'il y a une intervention pertinente à dire là-dessus. Est-ce qu'on devrait, selon vous, selon votre expérience, encadrer ces activités-là, de leur donner quelque chose, mettons, des cours d'arts martiaux, des trucs comme ça, pour soutenir, mais pour canaliser, en fait, ces énergies-là? Parce que j'ai l'impression que c'est une façon pour eux c'est comme un exutoire, en fait. Mais c'est une forme d'expression. Moi, je te dirais, à la base, qu'elle soit... peu importe la façon qu'elle s'exprime, c'est une expression.
Alors, si les jeunes ou les ados se rassemblent là, puis ils ont priorisé cette activité-là, qui est un peu négative, là, dans le sens que ça finit par de la violence ou des rencontres, dans le fond, qui peuvent lier à plein d'autres choses, hein, l'impact de l'intimidation aussi, des choses comme ça. Mais c'est d'aller dans le boisé, d'occuper le territoire. Parce que le boisé, il est là. Mais de porter, moi je dis souvent, il faut ramener un équilibre tout le temps dans quelque chose. Si tu laisses un exemple, je vais te donner un exemple à Montréal qu'on vivait beaucoup à Verdun, c'est les graffitis. Mais les graffitis, qu'est-ce qu'on a fait? C'est une forme d'expression. Fait qu'on s'est mis à les reprendre, on incitait les gens, on a changé une réglementation à Verdun où on s'est permis de nettoyer sur les murs adjacents d'une ruelle, par exemple, le domaine privé, pour nettoyer. Fait que, systématiquement, il y a un graffiti, on l'enlève. Systématiquement, il y a un graffiti, on l'enlève. On enlevait, dans le fond, le plaisir de l'exposure, excusez l'anglicisme, du graffiti, mais après, par la suite, on prenait des captations des graffitis, puis au lieu d'être coercitif de façon directe avec un adolescent, dans le fond, qui n'a pas nécessairement besoin de ça, on travaillait avec les policiers communautaires, puis on arrivait à cibler les problématiques des jeunes et on arrivait avec des programmes d'art. On y offrait plutôt d'aller prendre un mur, de faire une création haute parce que c'est une forme de création. On disait, mais comment tu peux le faire de façon positive au lieu de négative? Et par la suite, on a vu le nombre de graffitis descendre. Puis d'un arrondissement à l'autre, on le voit là, en 10 ans, on a une approche qui fait en sorte qu'on a beaucoup moins de graffitis qu'un arrondissement qui est voisin ou qui en a plus ou qui s'est laissé peut-être plus aller. Alors, je pense que c'est d'occuper les lieux, d'aller là, sur l'heure du midi avec des gens, des travailleurs communautaires, de dire, puis parler avec les jeunes. Ils sont accessibles, ils sont là, c'est déstabilisant pour eux aussi, mais qu'est-ce qu'ils ont envie? Parce que la première question, avant d'encadrer, il faudrait savoir qu'est-ce qu'ils ont envie puis qu'est-ce qu'ils ont besoin. Je pense que la première approche, c'est de les rencontrer puis de parler avec eux. C'est exactement là où je voulais aller. D'abord, Raphaël, bravo. Bravo d'avoir osé vous présenter. Je vois que votre voix n'est pas très âgée. Alors, le nom me donne une petite indication aussi. Donc, bravo de vous intéresser à la politique municipale. C'est le lieu de proximité. Puis j'ai envie de vous dire, la première leçon que j'ai eue avec les ados, c'est oui, on a souvent tendance à vouloir les encadrer. Puis ça a été de dire non, travaillons avec eux, allons voir ce qu'ils veulent. Eux-mêmes doivent faire partie de la solution. L'impact des ados sur les ados va être de beaucoup supérieur au directeur, à police ou à MRS. Clairement, alors d'aller avec les ados, leur faire part de la problématique, regarder avec eux et l'école qui est à proximité et ces jeunes-là et d'autres jeunes, parce que probablement que ça éloigne d'autres jeunes aussi parce qu'il y a des actes de violence. Comment on peut utiliser cet endroit-là, comment ils peuvent utiliser cet endroit-là, en faire leur endroit, parce que ça sera fait correctement. Et ils vont avoir, je pense, des réponses souvent meilleures que les nôtres, parce que c'est leur réalité, ils voient comment tout ça dégénère et qu'on en arrive à la violence. Donc, ils vont pouvoir nous amener des éléments de solutions, puis des fois, ça peut juste être de faire de l'installation de jeux libres ou plutôt que de chamailler, ils vont faire du volleyball ou plutôt que de chamailler, ils vont avoir des éléments où ils vont pouvoir chiller. Alors, ça, et sentir qu'ils sont entre eux. Mais faisons toujours attention, hein. Travaillons avec eux. Souvent, c'est eux qui vont nous amener les bonnes solutions. Merci, c'est très en phase avec ma perception des choses. Merci bien. Et le temps file. Je conclurai avec une dernière question qui est très à propos. Je pense qu'il va permettre à M. Arsenault de faire une belle conclusion. Il y a de nombreux élus qui vont rentrer en fonction là, le 7 novembre prochain. Des gens qui n'auront jamais fait de politique municipale. Donc, si vous aviez l'occasion vous avez partagé beaucoup, là, M. Parenteau, Mme Roy, de précieux conseils. Et si vous aviez d'autres petites suggestions pour s'assurer que les municipalités de demain soient des municipalités de rêve, quels seraient vos précieux conseils à nos nouveaux élus? Je vais être aussi courte qu'Osée tout à l'heure. On est tous biologiquement conçus avec 2 oreilles puis une seule bouche. Souvent, quand on fait de la politique, on a tendance à utiliser en double la bouche et en simple l'oreille. Inversé, plus on écoute les citoyens, puis même quand il y a des problématiques, même quand ça brasse, souvent ce que vous entendez sur la première phrase, ce n'est pas la vraie raison qui crée la crainte,
qui crée cette peur du changement. Si vous prenez le temps de vraiment écouter le citoyen, vous allez peut-être comprendre que son inquiétude, ce n'est pas la piste cyclable, c'est la perte d'intimité. Deux, trois petits arbres vont régler la situation. Alors, écoutez les citoyens, prenez le temps de discuter avec eux, puis bien sûr, il faut décider. Puis, on en a parlé tantôt, on a donné 2 exemples, le boisé, la plage. Ayez de la vision. Expliquez pourquoi vous faites tel choix, pourquoi vous pensez qu'il est utile de changer les choses à moyen et à long terme. Malheureusement, les mandats en politique sont de 4 ans. Tout ne se règle pas dans un mandat. Loin de là. Alors, pour ceux qui pensent qu'ils peuvent faire un mandat, débarquer, puis qu'après ça, ils vont avoir tout réglé, vous allez apprendre qu'il y a une grande qualité que si on n'a pas, on la développe, c'est celle de la patience pour changer les choses en profondeur. Effectivement, comme le disait Suzanne, premièrement, je pense que c'est propre à tous les politiciens. La patience n'est pas la première qualité des politiciens. On se fait tous prendre. On veut tout faire ça vite. Mais effectivement, je pense l'écouter parce qu'il faut savoir que on va en politique, on ne naît pas maire, on ne naît pas conseiller. On est avant tout des citoyens qui ont un pouvoir délégué par la population et on est aussi redevable dans le sens qu'on doit écouter en premier lieu. Mais on apporte une vision. Et à la fin, notre rôle, c'est d'être consensuel. Consensuel, ça ne veut pas dire qu'on donne tout à tout le monde, mais c'est trouver le meilleur consensus dans la communauté et tendre vers une vision. Et je pense que ça a été très bien expliqué, que ce soit dans une municipalité sur la Rive-Sud comme Sainte-Julie ou dans l'arrondissement de Montréal, la réalité, les besoins restent le même parce qu'on parle d'être humain. Alors, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette miracle dans ce cas-ci. C'est de travailler, d'avoir une sensibilité à la population et de croire ce qu'on fait, surtout, et d'avancer avec assurance. Puis de dire, ben oui, accepter de faire des erreurs. Ça, c'est pas grave en politique. On a souvent tendance à avoir peur des erreurs, de ne pas oser. Tantôt, on parlait d'oser. De ne pas oser par peur de l'erreur. Ben non, c'est ça, parce que j'en ai fait en maudit des erreurs. En 4 ans, on apprend au début, surtout le premier mandat. Le premier 6 mois, on apprend les acronymes municipaux. Fait qu'il y a toutes des expressions. On est un peu dans un mode de vie un petit peu différent. Mais une fois qu'on avance là-dedans, ben, c'est à travers les erreurs qu'on devient meilleur. Puis c'est le thème, je pense, du jour, on le répète, c'est oser. Puis faites-vous confiance, faites confiance en vos citoyens. La grande majorité, la majorité silencieuse, là, elle a une tête sur ses épaules, puis premièrement, vous avez élu, fait que ça tombe bien. Fait que, alors, travaillez avec la communauté, c'est là que vous allez être plus fort et c'est là qu'on devient meilleur dans cette communauté. La ville du bonheur à Sainte-Julie, c'est pas un hasard, c'est que les gens se sont appropriés. Suzanne, elle a permis aux citoyens de s'approprier leur milieu de vie, ça a créé l'attachement et les gens sont heureux, ça amène du bonheur. C'est aussi simple que ça. Bien, merci d'avoir osé partager ce moment précieux-là avec nous. Merci Suzanne Roy, merci Jean-François Parenteau, merci à tous ceux qui ont écouté aujourd'hui avec nous, mes collègues David Reynaud et Kevin Bilodeau. C'est ici que s'arrête notre conférence et je vous souhaite bonne chance dans la poursuite de vos carrières mutuelles, Mme Roy et M. Parenteau. Et reposez-vous bien. Merci. Merci. Merci.